Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Zéro Virgule, le podcast pour penser le travail. Souvent gage d'innovation sur les solutions qu'elles proposent, les startups le sont-elles également en interne dans leur approche managériale? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec notre invitée Marion Fléché, docteur en sociologie et chercheuse au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM. Bonjour Marion. Bonjour. Pour lancer cet épisode, je propose que nous commencions par parler de comment le grand public perçoit les startups, et la différence qu'il y a entre la perception et la réalité. Dans l'imaginaire collectif, les startups sont l'œuvre de personnes qui sont souvent faites toutes seules et qui offrent à leurs salariés un management en rupture avec les entreprises classiques. Sur ces deux points, vos travaux témoignent d'une réalité bien plus nuancée. Oui, en effet. Moi, j'ai mené une enquête à la fois sur les profils et les trajectoires des créateurs et créatrices de start-up, d'une part, et puis sur les modes d'organisation du travail en start-up. Et en effet, ça donne à voir une réalité un peu différente. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un premier élément à pointer du doigt autour des profils des fondateurs et fondatrices de start-up qui, en fait, s'éloigne beaucoup et en de nombreux aspects du mythe du self-made man dont on Ouais. entend souvent parler dans cet univers. Il y a un peu cette idée que l'entrepreneur serait une sorte de héros doté d'une vision, d'un talent particulier et que il devrait sa réussite à son seul mérite et puis voilà, à ce talent, à ses qualités singulières. Et en réalité, c'est vrai que quand on regarde les caractéristiques sociales de ces créateurs d'entreprises, on voit que bon, ils sont loin de partir de rien. La plupart viennent de milieux sociaux favorisés, donc je crois que j'ai plus de 50% des personnes de mon échantillon que j'ai construit à partir d'une enquête par questionnaire. Et donc, j'ai 501 individus, 501 fondateurs et fondatrices de start-up. Et voilà, j'ai 53% d'entre eux qui ont un père cadre ou membre des professions intellectuelles supérieures et 20% qui sont filles d'indépendants. Donc, en fait, on a quand même des personnes qui sont issues des classes supérieures et plus particulièrement, quand on regarde plus finement, du pôle économique des classes supérieures. Ce qui leur donne accès à tout un tas de ressources, en fait. Ouais, ça veut dire que au final, le mythe un petit peu de la méritocratie prend du plomb dans l'aile parce que c'est de par on va dire leurs origines que ces personnes ont pu lancer et par leur connexion que ces personnes ont pu lancer ces startups. Oui, en tout cas, c'est sûr que ça joue. Après, bon, pas que, au sens où il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, notamment les trajectoires scolaires et les trajectoires professionnelles. Mais là-dessus, on sait qu'en fait, vous n'avez pas accès au même type d'institutions scolaires selon le milieu social dont vous venez, dont vous êtes issu. Et donc, typiquement, au sein des créateurs et créatrices de start-up, il y a un constat à faire, c'est que la plupart sont extrêmement diplômés, donc un bac plus 5 pour tout le monde, et puis une grande majorité vient d'écoles, de commerce ou d'ingénieurs. Or, voilà, ces écoles, elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut pouvoir avoir le niveau scolaire déjà pour y accéder, et puis il faut ensuite pouvoir se les payer. Et cette inégalité dans l'accès à ces écoles, elle est assez manifeste quand j'ai fait des entretiens avec des créateurs et créatrices de start-up qui étaient en banlieue parisienne plutôt défavorisée, donc issus de milieux populaires et de surcroît souvent de l'immigration. Enfin, ces personnes-là me disaient que voilà, dans leur trajectoire scolaire, on leur proposait même pas de faire une classe préparatoire, ils connaissaient même pas l'existence des écoles de commerce. Donc bon, déjà d'emblée, dans leur trajectoire, ils sont coupés de certains lieux qui pourraient permettre de, à la fois développer une envie d'entreprendre et puis aussi d'en avoir les ressources. Donc vous avez pointé du doigt le capital social, enfin les relations, les réseaux de relations. Ça c'est extrêmement important dans la création d'une start-up, enfin dans l'entrepreneuriat en général, mais on va sûrement le revoir, mais dans le monde des start-up en particulier. Or, le capital social, au-delà des parents, en fait, parce que c'est pas vraiment eux qui vous donnent un réseau, mais c'est surtout pendant les études au sein de ces écoles-là que vous allez pouvoir vous constituer un réseau de relations pertinentes pour créer votre entreprise. Ouais, donc là on évoque le mythe du self-made man, mais woman également. Mais il y a un autre mythe qui est assez tenace dans les startups, c'est celui de l'organisation managériale, où dans l'imaginaire collectif, une fois de plus, on imagine souvent que ces entreprises, les startups, sont un petit peu en rupture avec l'entreprise classique dans leur approche managériale. Et dans votre étude, dans vos études, dans vos travaux, on voit que c'est pas forcément le cas.
Oui, tout à fait. Bah, alors juste, je pense que c'est pas seulement une question aussi d'imaginaire. Je pense qu'aussi, enfin moi quand j'ai refait l'histoire du modèle de la start-up en repartant à ce qui s'est passé, enfin comment ça a émergé dans la Silicon Valley, on voit quand même que cette rupture par rapport aux grandes entreprises, elle est constitutive de l'émergence même de ce modèle d'entreprise. Mhm. Historiquement, les premières entreprises du semi-conducteur, c'est justement en opposition aux grandes entreprises de la Silicon Valley qu'elles émergent voilà, dans le but d'innover plus rapidement au sein de petites équipes organisant un projet. Donc ça, c'est dès les années 40, même les années 30, les premières startups autour de cette industrie. Ensuite, avec Internet et avant ça avec l'informatique, clairement, l'opposition entre les premières entreprises de l'informatique, bon maintenant qui dominent complètement le marché, mais qui étaient à l'époque Apple, Google, etc. Ben, ces entreprises-là s'opposaient aux grands monopoles comme IBM en fait, qui dominaient le marché. Donc il y a vraiment cette volonté de rupture. Elle est pas, voilà, c'est pas juste un imaginaire. Bien sûr qu'elle est aussi construite et relayée par un imaginaire. Elle est aussi historique. En Ouais. revanche, c'est sûr que quand on regarde dans les faits comment s'organise le travail dans ces entreprises, on est loin d'être sur le modèle une entreprise purement horizontale, cool, voilà, dans laquelle il n'y aurait pas de hiérarchie. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'amène une petite précision là-dessus. Une initiative comme celle de Balance ta startup montre il y a de vraies illusions perdues, on va dire, à la fois des salariés, des anciens salariés de startup. Et cette initiative, elle montre que derrière des entreprises, comme vous dites, derrière des apparences d'entreprises cool, se cache souvent une réalité, là encore plus nuancée, voire plus sombre, avec des situations d'harcèlement, de discrimination, d'heures supplémentaires, beaucoup de pression. Euh, et, et ça, malgré tout ça, malgré le fait que ça devient de plus en plus public, connu, on se rend compte, d'après une étude qui a été réalisée en 2021 par Ipsos, que les startups restent encore très demandées auprès des étudiants et auprès des jeunes diplômés, pardon, puisque plus d'un tiers d'entre eux veulent travailler dans une startup. Comment vous expliquez ce paradoxe? Ben, en fait, c'est sûr il y a bien l'existence de 2 mouvements, un mouvement critique, hein, de ce modèle-là, mais il y a aussi surtout eu un mouvement de valorisation, de promotion de ce modèle à Mhm. plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau politique. Ça fait, pas mal d'années, hein, depuis les années, 90, et plus récemment, plus fortement depuis les années 2010, un mouvement de promotion de l'entrepreneuriat. La création d'entreprises comme, voilà, alors cette promotion politique, elle est surtout incarnée dans les politiques économiques, parce que vous allez avoir pas mal d'exonérations fiscales, de réduction des cotisations patronales, qui sont adoptées depuis 2012 sous Hollande et puis renforcées là depuis les politiques menées par Emmanuel Macron. Mais vous allez aussi avoir tout un tas de politiques éducatives qui ont promu la formation à l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur, donc au-delà même des grandes écoles, hein, dans l'université, maintenant vous avez plein de formations à l'entrepreneuriat. Donc c'est une carrière qui est de plus en plus présentée comme un débouché prestigieux aux yeux des plus diplômés. Mhm. Et puis, au-delà de cette valorisation politique et on va dire éducative, il y a aussi deux choses qui jouent. La valorisation économique, parce que c'est quand même un modèle d'entreprise qui peut vous permettre de gagner beaucoup, puisque ce sont des entreprises qui sont dont la valeur est en fait estimée par des logiques de spéculation sur un marché financier. Et puis une valeur symbolique. Ça joue énormément. C'est-à-dire que même si les créateurs et créatrices de startups sont issus des classes supérieures, je l'ai dit, euh, créer une startup, ça leur permet aussi d'incarner la figure d'un chef d'entreprise un peu différente, notamment de celle que leur père Oui. aurait pu incarner. Ils sont un peu, du coup, cette figure moderne, capable de changer le monde. Et c'est aussi ce qui va un peu traverser la motivation des travailleurs de startup. C'est de rejoindre un Oui. projet qui va changer le monde, qui va faire sens pour eux. Et du coup, on a vraiment un modèle qui répond à des attentes que voilà plein d'enquêtes montrent sur la jeunesse, les jeunes diplômés en France et en Europe, c'est-à-dire des jeunes qui recherchent un travail qui leur offre une plus grande autonomie, plus de responsabilités,
qui soit aussi une source d'épanouissement personnel dans lequel ils puissent se retrouver en termes de valeurs, et puis aussi un cadre de travail qui leur permette de tisser des relations de travail amicales, d'avoir une bonne ambiance de travail. Et ça, c'est vrai que de ces deux points de vue, la création de start-up comme le fait de travailler en start-up peut s'avérer être une alternative plus séduisante que la carrière de cadre en grande entreprise. D'autant plus que vous disiez que ça peut être intéressant financièrement de créer une startup, mais ça c'est pour le cas où sa startup est fortement valorisée, ce qui est pas le cas de beaucoup de startups qui se créent, parce qu'il y a aussi beaucoup de startups qui se créent et qui, on va dire, se défont assez rapidement. Mais malgré cela, comme vous le dites, il y a une vraie valorisation du fait d'avoir monté une startup, une valorisation aussi bien sociale que professionnelle, et ce qui, en mon sens, joue dans ce paradoxe-là, que malgré de nombreuses voix qui montrent que travailler dans une startup n'est pas aussi rose qu'on peut l'imaginer, cette valorisation sociale tend à pousser des nouvelles personnes, un petit peu des jeunes diplômés, à aller vers cette direction-là. Mais au-delà de ce sujet, au-delà de cette valorisation, est-ce qu'il y a peut-être aussi un jeu de la part des startups elles-mêmes qui tendent à être très présentes sur le terrain des réseaux sociaux et qui tentent à avoir une approche très travaillée, très marketée de l'image qu'elles donnent d'elles-mêmes. Est-ce que ce travail de l'image aussi contribue à ce paradoxe? Ouais, oui, certainement, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on va un peu sur les sites de recrutement dédiés aux startups, hein, qui sont nombreux, mais on peut citer par exemple Welcome to the Jungle, c'est vrai que Ouais. vous tombez sur des photos, sur des photos et des annonces qui clairement mettent en scène le bien-être, mettent en scène la qualité de vie au travail. Et Mhm. ça vient pas seulement souligner que ça existe, mais ça vient souligner qu'il y a un vrai travail de cette image, qu'il y a une volonté de d'attirer des profils. Alors, ils veulent attirer pas que des profils de travailleurs, ils veulent attirer des clients, ils veulent attirer des investisseurs et ils veulent attirer des travailleurs. Donc, on peut comprendre que voilà, l'image, ce qu'ils appellent la marque employeur, soit si centrale dans les startups qui vont mettre en avant le fait qu'ils ont des jolis bureaux, vont vraiment investir dans l'environnement de travail, dans la culture d'entreprise, dans ce qui va être offert aux salariés, aux travailleurs, que ce soit les fêtes, les soirées, les cours de sport, les cours de yoga, les ateliers que vous allez pouvoir faire en dehors de votre travail, et qui vont vous permettre vont plutôt inciter les salariés à rester un peu plus longtemps sur leur lieu de travail. Oui. Et voilà, et au-delà de ça, il y a aussi vraiment, et ça c'est central, souvent l'argument du projet qui se veut vertueux. Enfin, il y a souvent Mhm. voilà, un discours autour de la start-up autour de l'idée que ce projet serait capable de changer le monde, serait bon pour l'environnement, pour certaines causes. Et ça joue aussi beaucoup sur cette image, ce travail de l'image dont vous parlez. Et dans vos travaux, vous indiquez également qu'il y a une spécificité à l'univers de la startup, c'est celui de l'importance de la loyauté envers l'entreprise et envers ses supérieurs. Qu'est-ce qui explique cette spécificité-là? Ouais, en fait, je parle de loyauté parce que moi, je fais référence à un modèle d'analyse qu'on utilise souvent en sociologie du travail pour comprendre un peu comment les salariés font face à des situations d'insatisfaction. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit avec un manager, que ce soit en termes de rémunération, comment vous réagissez? Et donc, il y a trois options. Il y a la voice, donc le fait de critiquer ce qui ne va pas, d'en parler, et d'essayer de résoudre le problème. Il va y avoir l'exit, donc le fait de partir, vous allez quitter votre emploi, au moins vous allez résoudre votre problème en partant, ou alors la loyauté. Et en fait, ce que j'observais dans les startups, c'est que vraiment la plupart des salariés, même en cas d'insatisfaction, restaient. Et la loyauté avait l'air d'être vraiment le nerf de l'engagement au travail des salariés de start-up, et ce qui expliquait d'ailleurs aussi que, d'une part, tout le monde travaille autant, et que d'autre part, le modèle soit très rarement remis en cause. En tout cas, en interne, il y a très peu de critiques formulées ouvertement. Alors, pourquoi ce serait plus vrai en start-up qu'en entreprise classique? Il y a l'idée aussi, je pense, ce qu'on peut avancer comme explication, c'est que il y a une certaine connivence entre les salariés et les fondateurs.
ils sont un peu issus des mêmes milieux sociaux, si je peux le dire autrement. Il y a une proximité qui est à la fois générationnelle, d'abord, parce qu'il y a à peu près la moyenne d'âge en start-up, dans celle où j'ai fait mon terrain, c'était 26 ans. Voilà, les fondateurs sont aussi jeunes que leurs salariés. Oui. Il y a une proximité qui est aussi sociale. Ils viennent un peu des mêmes classes sociales, la classe supérieure, et puis souvent ils ont fait les mêmes écoles. Enfin voilà, ils ont fréquenté un peu les mêmes milieux. Et puis, du coup, la proximité, elle est aussi politique. Et ça joue vachement parce qu'en fait, la plupart des salariés ne veulent pas rentrer en conflit avec les fondateurs. En fait, au contraire, ils les admirent, ils considèrent qu'ils font partie d'un projet génial qui va changer le monde, encore une fois. Et du coup, ils partagent en fait leur réalité, ils partagent leurs décisions. Et c'est un truc qu'on retrouve assez fréquemment entre voilà les cadres et les patrons dans les grandes entreprises. C'est pour ça que généralement ça se passe au sommet, cette loyauté. Sauf que là, comme la plupart des travailleurs de start-up sont des cadres, en fait, elle est généralisée. Donc cette partage, enfin le partage de certaines connivences, notamment politiques, peut expliquer en partie la loyauté des salariés qui, en plus de ça, sont attachés affectivement à la fois au projet et à leurs collègues qui sont devenus leurs amis. Ok. Et il y a aussi une chose, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est ressorti de vos travaux, c'est que dans les startups, souvent, il y a peu d'employés, ou à l'exception évidemment de ce qu'on appelle les licornes, c'est-à-dire les startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard. Généralement, il y a quelques dizaines d'employés, peut-être même moins, ce qui permet d'avoir un impact direct quand on fait quelque chose auprès de son entreprise, ce qu'on retrouve pas forcément dans entreprises plus classiques où il y a un plus grand nombre de personnes et où on est parfois noyé un petit peu, où on a l'impression d'être un pion. Là, on est un élément central d'un tout qui est assez petit, et ce qui peut, en mon sens, expliquer pourquoi des personnes ont plus d'attirance vers ce type d'entreprise. Au-delà de ça, je serais d'aborder un point avec vous, celui des levées de fonds. Euh, Pourquoi? Parce que les levées de fonds sont, on va dire, le cœur ou les poumons la respiration, en tout cas, des startups, parce qu'elles permettent souvent de vivre, voire de survivre, et également de recruter. Et seulement ces levées de fonds, hein, on va dire, aussi un impact qui est parfois négatif, parce que avec ces levées de fonds, les startups se trouvent souvent contraintes de rendre les investissements profitables rapidement, ce qui se traduit par une urgence donc des résultats, et qui est parfois, voire très souvent, peu compatible avec le temps de travail long, à la fois de la formation d'un collectif, mais également de la recherche, de l'expérimentation et de l'innovation, et sachant que l'innovation est quand même au cœur de la raison d'être d'une startup. Donc, est-ce que c'est encore là un autre paradoxe des startups? Euh, ouais, c'est vrai que dans la plupart des cas, l'innovation généralement, ça se fait sur du long terme. Euh, Sauf que justement, la startup, elle naît de cette volonté de faire de l'innovation le cœur de son business en fait. Donc, faut que ça aille vite, faut que ça soit produit rapidement. D'ailleurs, si on est doublé par quelqu'un qui va faire l'innovation qu'on porte avant nous, elle est plus innovante. Donc, il y a vraiment cette course à l'innovation. Et la distinction de la start-up par rapport à la grande entreprise est justement dans le fait que elle va innover rapidement, alors que la grande entreprise, donc l'innovation, elle est généralement conduite dans le département de R&D, de recherche et développement. Pour le coup, c'est des temporalités plus lentes. Et ça, par rapport à ce que je vous disais sur la naissance de la start-up dans la Silicon Valley, c'était vraiment la grande opposition qu'il y avait entre les entreprises naissantes du semi-conducteur qui voulaient innover rapidement versus le département R&D des industries belles. Donc il y avait vraiment cette question de la rapidité qui était au cœur du modèle. Et ça, c'est d'ailleurs, à mon sens, ce qui a donné lieu à toutes ces techniques de management qui sont maintenant diffusées à l'ensemble des entreprises, en tout cas de plus en plus, autour du management par projet. Parce qu'en fait, c'est ça qui a permis aux startups assez rapidement de pouvoir innover très vite, de pouvoir en fait créer et donc avoir de nouvelles idées rapidement. Et la cristallisation de ces méthodes de management par projet, je pense que vous avez dû en entendre parler, ces méthodes agiles. Les méthodes agiles, elles sont nées dans l'industrie de l'informatique, dans ces secteurs voilà, très techniques et très technologiques de la Silicon Valley, dans l'idée de pouvoir produire ça très vite. Donc là où là où j'ai fait mon terrain, le développement du site internet se faisait sur ces méthodes agiles, alors notamment en modèle qu'on appelle Scrum, où en fait
c'était organisé en sprint. Il fallait innover lors de sprints de 2 semaines. Donc vraiment, c'est vrai que ça va un peu contre l'idée que la recherche, ça prend du temps, mais on a vraiment d'ailleurs l'opposition entre deux mondes. Enfin, le monde de la recherche, de la grande entreprise qui est trop lente, qui prend trop rigide. Souvent, c'est porté dans les discours à la fois des créateurs de start-up et des travailleurs. Et puis à l'inverse, l'idée que là, c'est dynamique, la création, elle se fait en sprint, l'innovation, c'est le cœur de leur métier, quoi. Alors, j'amène une petite précision par rapport à ce sujet de l'agilité et du framework Scrum, c'est que effectivement ça a débuté dans les années 80 à peu près, et ça a été d'abord très utilisé par les startups, mais on se rend compte que depuis maintenant quelques années, les startups ont totalement délaissé Scrum et ce framework a été est de plus en plus utilisé par les entreprises, on va dire, plus classiques, et qu'il est de moins en moins utilisé dans toutes les startups qui sont, on va dire, les plus les vitrines un petit peu des startups, et ce qui montre qu'il y a aussi une volonté toujours des startups d'aller vers les nouvelles innovations managériales entre guillemets, même si parfois ces innovations managériales n'ont d'innovation que le nom. C'est-à-dire qu'elles reprennent un petit peu des vieux principes, mais qu'elles les marketent pour rendre cela un petit peu novateur, novatrice. Au-delà de ça, j'aimerais qu'on termine cette conversation pour faire un petit peu un résumé de tout ce qu'on vient de se dire. On a évoqué différentes choses, à la fois que les fondateurs et les fondatrices ne sont pas forcément les self-made men ou women qu'on imagine, mais plutôt des personnes généralement qui ont un capital social qui peut les aider à fonder et à lancer une start-up. On a évoqué aussi cette loyauté des salariés et le fait aussi de le travail de l'entreprise, de la start-up sur son image et pour rendre entre guillemets valorisante ce qu'elle fait et le sens de ce qu'elle fait, et pour rendre aussi fun entre guillemets sa marque employeur. On a parlé également du management financier, dire ou lever de fonds. Tout ça m'amène à me poser la question, est-ce que au final les startups n'ont pas créé un petit peu l'exploit de reproduire le schéma des entreprises classiques et juste en valorisant et en intériorisant ce que font au quotidien les entreprises classiques, mais juste en apportant quelques légères touches de nouveauté. Oui, tout à fait. C'est un mouvement assez connu qui a été pointé du doigt déjà dans les années 90, de comment le capitalisme, en fait, a régulièrement au cours de son histoire été critiqué, soit parce qu'il était justement source d'oppression, soit parce qu'il était source de désenchantement du travail, de l'humain. Et régulièrement, il a dû se renouveler. Et pour moi, enfin, ce que je montre dans la thèse qui s'appelle la start-up, le nouveau visage du capitalisme, point d'interrogation, ce que je montre, c'est justement que la start-up est finalement, on n'a pas révolutionné le principe même du capitalisme qui est l'accumulation du capital. Au contraire, on voit très bien, et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi la start-up vise cette accumulation presque effrénée de capital. Et en plus, sur des marchés financiers, enfin voilà, dans les mains de certains capitalistes qu'on appelle capital risqueur. Et en revanche, ce qu'elle a réussi à faire, enfin, je ne sais pas si c'est une réussite, enfin, si on doit le tourner comme ça, mais ce qu'elle a fait et surtout, enfin, sa nouveauté, c'est pas tant donc dans le but, mais dans les discours et les moyens qu'elle a déployés pour y parvenir. Et c'est vraiment ce nouveau packaging, en fait, cette nouvelle manière de marketer l'accumulation du capital qui fonctionne et qui permet de produire plus, d'accumuler plus. Donc c'est d'abord l'idée de dire qu'on va créer de la richesse et créer du capital au service du bien, en tout cas du mieux. Donc on veut faire des projets éthiques qui vont changer les choses. Donc c'est cette idée de mieux créer, mieux produire, ou en tout cas produire pour une bonne raison. Et puis il va y avoir la question de comment on va faire accepter ça aux travailleurs. Parce qu'en fait, concrètement, le modèle de la start-up, ça repose sur le surinvestissement des travailleurs. Enfin, tout le monde travaille énormément. C'est le premier constat qui saute aux yeux quand on rentre dans une start-up. C'est vraiment voilà, les heures passées par tous ces cadres diplômés à travailler. Et ça passe aussi beaucoup par voilà, des dispositifs managériaux relativement, enfin, qui en fait sont assez hybrides, hein, qui empruntent à la fois des choses très classiques de management par objectif, de mesure de la productivité au travers des KPIs, de
système de salaire par prime. Enfin, voilà, des choses qu'on connaît qui sont très classiques. Mais en plus de ça, on y a greffé d'autres choses, des systèmes de rémunération par stock options. Enfin, en France, c'est les BSPCE. Donc, ce sont des Oui. prises de participation au capital, ce qui permet aux salariés d'avoir un peu les mêmes intérêts que les fondateurs, à savoir que ça fonctionne, que l'entreprise fonctionne, qu'elle soit possiblement un jour cotée en bourse. Et ensuite, d'autres choses qui vont plutôt avoir trait à des dispositifs de contrôle un peu invisibles et un peu plus camouflés que dans le contrôle hiérarchique à l'œuvre dans les grandes entreprises classiques. Donc, la responsabilisation des travailleurs en leur disant, voilà, vous avez un projet, c'est votre projet. Vous allez du coup inciter les travailleurs à s'investir d'autant plus qu'ils se sentent responsables, mais aussi des dispositifs de contrôle qui sont permis par l'organisation de l'espace en open space, par l'observation mutuelle, par la pression sociale qui est très forte dans ces entreprises. En fait, vous allez rester plus tard le soir parce que si vous partez trop tôt, vous allez être un peu jugé de pas assez travailler, enfin de pas être assez investi dans votre travail. Et puis finalement, tout ça va inciter va pousser à des formes d'autocontrôle des travailleurs qui en fait voilà, poursuivre les mêmes fins que le capitalisme tel qu'on le connaît et qu'il est incarné dans les grandes entreprises, mais voilà, sous des allures plus colorées, plus fun, dans des jolis bureaux paysagers. Ok. Eh bien, ce serait la conclusion de cet épisode. Je vous remercie beaucoup. Merci Marion. Merci Denis. C'est sur ces mots que se termine cet épisode de 0, consacré aux startups. Je vous invite à lire sur le site kern.info l'enquête de Marion Fléché sur les fondateurs et fondatrices de startups, ou encore sur le site thèse.fr son enquête sur les modes de création et d'organisation des startups en France et aux États-Unis. Je vous donne rendez-vous rapidement pour un prochain épisode de 0, merci et à très bientôt.